Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue à tous. Vous êtes encore très nombreux pour ce décryptage chanté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un, un confrère dont j'ai fait la connaissance il y a une quinzaine d'années. J'étais vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine. J'étais en charge de la solidarité. Le président à l'époque était Nicolas Sarkozy, président du conseil départemental. Et puis, j'ai vu arriver dans mon bureau un, un homme hyper actif, qui parlait à toute vitesse, qui m'avait présenté un nombre de projets incroyables. En 15 minutes, j'avais eu le droit à 25 projets. Et en fait, cet homme, c'est celui qui est devant vous aujourd'hui, c'est le docteur Jean-Paul Hamon, qui est médecin généraliste, qui est installé à Clamart. Clamart, c'est une commune dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris, depuis plus de 40 ans. Et il a été un président emblématique de la Fédération des médecins de France, qui est un des grands syndicats de médecins libéraux. Et il a porté la parole, il en est président d'honneur, porte-parole, et il a porté la parole des médecins libéraux et de l'importance d'une médecine qui soit une médecine coordonnée, pour que les gens ne soient pas perdus dans un labyrinthe de savoir-faire plus ou moins divers. Et il est un ardent défenseur de la médecine de famille, de la médecine de ville, du premier recours, comme on dit. Il a, dans son dernier livre, Qui veut la peau de nos généralistes, vous voyez, donc c'est un titre plein de, comment dirais-je, d'esprit paisible, Qui veut la peau des généralistes. Il dénonce, entre autres, ce qu'il qualifie, mais ce sont ses mots, hein, donc moi je fais très attention parce que j'aime tout le monde, le mépris de l'administration pour la médecine libérale, et puis parfois se préoccupe d'une certaine division des médecins par leurs appartenances syndicales diverses face justement à nos tutelles. Alors voilà, le docteur Hamon, c'est un personnage important de la médecine libérale en France. C'est une personnalité qui est sans cesse avec son bâton de pèlerin et qui tente de convaincre tout le monde, que ce soit l'administration, les ministres successifs, du bien fondé d'un certain nombre de mesures qui, souvent d'ailleurs, avec le temps, se sont avérées être les bonnes. Les maisons de santé en particulier, il vous le racontera probablement, tout le monde connaît ce qu'est une maison de santé aujourd'hui. Eh bien, il y a 15 ans, personne n'y croyait, en tout cas, c'était compliqué. Eh bien, il a créé une maison, je crois, il y a 16 ans, hein, tu nous raconteras ça, à Clamart. C'était une des premières. Et ce fut d'ailleurs un des modèles sur lequel les maisons pluridisciplinaires, médicales, se sont bâties ensuite un peu partout en France. Voilà, mon cher Jean-Paul, j'espère que j'ai peint à la fois le professionnel et la personnalité de caractère. Enfin, moi, j'aime les gens de caractère, alors je suis content de t'accueillir ce soir. Tu as la parole. Je te remercie Philippe. Je vais corriger tout de suite deux, trois choses. La première, les deux projets en fait que j'avais, c'était une maison de garde intercommunale sur Clamart. Et quand on fait une maison de garde intercommunale, j'ai découvert que tous les maires des 8 communes pour lesquelles je voulais assurer les gardes, tous les maires étaient d'accord pour faire une maison de garde intercommunale à condition que ce soit sur leur commune. Et naturellement, ça a été un parcours du combattant, mais depuis 16 ans, ça fonctionne et je dois dire que ça a démarré grâce à Philippe Juvin. Alors moi, je ne suis pas dans une maison de santé pluridisciplinaire, je suis dans un groupe médical de 5 médecins généralistes qui existe depuis 1952. Moi, je l'ai rejoint en 73. Et donc, c'est 5 médecins généralistes. Et moi, je défends des groupes monodisciplinaires qui communiqueraient avec d'autres groupes monodisciplinaires d'infirmières, de kinés, de façon justement à assurer une continuité des soins et une coordination des soins. Et le deuxième projet que j'avais présenté à Philippe Juvin, c'était un projet de messagerie sécurisée qui était basé sur AppyCrypt et on l'avait déployé. J'avais obtenu un budget pour le déployer sur l'ensemble des Hauts-de-Seine
et on pouvait communiquer ainsi avec l'AP-HP pour une modique somme de 2 000 euros. Et les gens d'ApiCrypt qui m'avaient permis de déployer cette messagerie sécurisée permettaient de communiquer avec l'ensemble de l'AP-HP, avec l'ensemble des médecins libéraux. Et on avait réussi comme ça à mettre 500 ou 600 médecins équipés avec ApiCrypt. Et pour vous donner un exemple, si un de mes patients était opéré par un chirurgien, je recevais le compte-rendu opératoire quasiment en direct parce que les chirurgiens dictent leur compte-rendu le soir et je recevais l'histologie de ce qui avait été enlevé quelques jours plus tard. Donc, ça me permettait justement d'intégrer ça dans le dossier du patient. Et puis malheureusement, le DMP est arrivé en 2004 et a empêché le déploiement généralisé de ce projet, sauf que les gens d'ApiCrypt m'ont assuré qu'ils étaient capables de déployer cette messagerie sécurisée et d'équiper tous les professionnels de santé de France en moins de 6 mois pour moins de 20 millions d'euros. Vous n'avez juste qu'à comparer ça avec à peu près les 500 millions qui ont été dépensés pour le dossier médical partagé, qui était en 2004 le dossier médical mal parti et qui malheureusement fonctionne comme vous savez. Donc, voilà les deux projets, et non pas la multitude de projets, mais c'était déjà pas mal. Et je comprends que Philippe ait eu l'impression que je lui en présentais beaucoup. Alors maintenant, aujourd'hui, il m'a demandé d'intervenir pour parler un peu du système de santé tel que je le vois, et puis tel que j'aimerais qu'il fonctionne, parce qu'on est tous confrontés à des problèmes. Les Français sont confrontés à une absence de réponse correcte à leur demande de soins non programmés. Beaucoup ont du mal à trouver un médecin traitant et beaucoup se plaignent d'une absence de coordination entre la ville et l'hôpital. Et, et pour moi, la réponse adaptée aux demandes de soins non programmés, c'est le sujet numéro un. Et malgré la désertification, j'ai déposé un projet que tu n'as pas connu, Philippe, mais qui est dans les locaux de l'ARS Île-de-France depuis maintenant un an, qui était un projet de régulation des soins, c'est-à-dire que si un patient voulait avoir un médecin, sans que ce soit une extrême urgence, hein, mais voulait avoir un rendez-vous avec un médecin, le régulateur libéral s'engageait à lui trouver une réponse adaptée à sa pathologie dans la journée, dans les 12, 24 ou 48 heures, selon le type de pathologie. Et naturellement, si c'était urgent, vers le centre 15. Et dans le contexte de désertification où on est, c'était un projet qui concernait le sud des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire près de 500 000 habitants. Les gens composaient un 116, 117, tombaient sur le régulateur, qui leur trouvait le médecin adapté. Et en même temps, la première question qui était posée, c'était quel est votre médecin traitant? Et le médecin traitant recevait un SMS pour dire qu'un de ses patients avait sollicité la régulation. Et comme ça, le médecin était au courant. Ça fait un an que ça traîne. L'ARS invente des tas de projets pour des tas de prétextes pour retarder la chose. Mais je pense que vraiment, si on pouvait apporter aux Français déjà une réponse adaptée à leurs soins non programmés, ce serait déjà pas mal. La deuxième chose, le deuxième grand sujet, c'est naturellement la désertification médicale qui s'étend. L'Île-de-France est devenue, je crois, à plus de 50% en zone prioritaire à équiper. Clamart, qui n'est quand même pas une zone, a perdu 7 de ses médecins généralistes qui n'ont pas été remplacés, un gynéco, un ORL, pas remplacé en moins de 2 ans. Donc, et ça va s'accélérer puisque sur Clamart, on est 5 médecins à avoir plus de 69 ans, dont moi qui ai largement dépassé les 69. Donc, la désertification, c'est le deuxième sujet. Et le troisième, qui n'est pas rien, c'est remettre en place une véritable coordination entre la ville et l'hôpital. Et pour ça, j'avais proposé il y a quelques années d'effacer carrément la dette de l'hôpital, qui était à l'époque de 29 milliards,
pour instaurer une vraie collaboration entre la ville et l'hôpital. Et dans un domaine que Philippe Juvin connaît bien, les urgences, on sait bien que le mode de financement des urgences n'est pas satisfaisant et n'encourage pas la régulation de l'accès à l'hôpital, justement parce que les urgences permettent de compenser une bonne partie de ce déficit, car quand vous savez que l'IGAS dit qu'il y a 10 millions de passages qui se font aux urgences et qui ne pourraient être faits en ville, ça rapporte quand même 2,5 milliards à l'hôpital et que je vois mal l'hôpital se priver de cette manne, de ces pathologies qui n'ont strictement rien à faire aux urgences. Et donc, pour instaurer cette véritable collaboration entre la ville et l'hôpital, il faut que l'hôpital ait les moyens de l'hospitalisation, mais que l'hôpital renonce à faire tout ce qui peut être fait en ville. C'était Jean-Marc Ayrault, qui n'était certainement pas un ami de Philippe, mais qui avait dit à Grenoble, avant de se faire virer, il était encore Premier ministre, il avait dit l'hôpital ne doit plus faire ce qui peut être fait en ville. Mais par contre, l'hôpital doit avoir les moyens de l'hospitalisation et se concentrer sur ses fonctions d'hospitalisation et supprimer, à mon avis, toutes ces consultations externes ou ces écoles de l'asthme qui mobilisent du personnel qui serait bien plus utile dans les services. Et je prends l'exemple de l'école de l'asthme parce que pour moi, c'est une caricature de ce qui ne doit pas être fait à l'hôpital, c'est-à-dire que vous avez un enfant qui est asthmatique, il va avoir en consultation dans ces écoles de l'asthme, il va voir un pneumologue, des médecins, des internes, des infirmières, tout ça pour leur dire que, bon, pour expliquer aux parents qu'il ne faut pas mettre de moquette dans la chambre et pas de peluche, etc., et que les animaux, le cochon d'Inde, le lapin, le chat, ben, ils seraient peut-être mieux ailleurs que dans la maison, alors que tout ça, c'est une chose ça mobilise du personnel qui serait bien plus utile dans les services. Et je ne suis pas le seul à demander que les maladies chroniques, les gens qui sont équilibrés, les diabètes équilibrés, n'ont rien à faire par des visites systématiques à l'hôpital. Donc, clairement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on sorte en fait de cette concurrence et qu'on puisse enfin instaurer cette véritable collaboration qui manque entre nous et qui permettrait justement aux Français d'être mieux pris en charge. Parce que si, par exemple, plutôt que de créer ces communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui est la nouvelle tarte à la crème de cette administration, si on disait aux Français, vous avez un médecin traitant, vous devez avoir une infirmière référente, un kiné référent, un pharmacien référent. L'hôpital saurait quelle est l'équipe à qui il doit s'adresser pour faire une sortie d'hospitalisation rapide. Et cette équipe-là a charge pour elle, avec les financements qui vont avec, d'assurer la continuité des soins à domicile. On pourrait avoir une équipe restreinte qui communiquerait avec l'hôpital, qui serait en liaison avec l'hôpital, ça raccourcirait les hospitalisations et ça éviterait sûrement des hospitalisations et ce serait la base de la collaboration entre la ville et l'hôpital. Voilà, moi, c'est l'introduction que je voulais vous faire. Mon vrai problème, c'est de redonner de l'attractivité à ce métier de médecin généraliste que je ne veux pas quitter parce que ça fait 48 ans que je l'exerce, de faire en sorte que les jeunes travaillent dans de bonnes conditions. Ça fait un paquet de temps que j'accueille les internes dans mon cabinet et lors des dernières élections, là où on vient de prendre une pâtée, j'ai eu sur mes listes des URPS, j'avais 3 de mes anciens internes et mon premier interne, il est né en 54. Donc, il va bientôt prendre sa retraite. Et donc, ça fait un moment que j'accueille des étudiants, mais quand je vois les jeunes étudiants qui viennent chez nous, qui trouvent que dans un groupe médical, c'est une façon d'exercer qui est agréable, mais pour avoir des conditions confortables d'exercice, quand ils réalisent qu'on doit travailler entre 55 et 60 heures par semaine, je comprends que ça les défrise et qu'ils hésitent à s'installer. D'autant plus que, bon, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'en Ile-de-France, le taux de l'immobilier, le prix de l'immobilier n'est pas donné et que la consultation du médecin généraliste, elle est toujours à 25 euros, ce qui est une des plus basses d'Europe. Voilà. Donc maintenant, je pense que j'ai introduit le sujet. Je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur. François, je travaille avec le professeur Juvin. Je vais reprendre la main parce que le professeur Juvin a dû s'absenter. Il doit régler quelques urgences dans son service à l'hôpital. Alors, comme vous le savez, on a l'habitude de faire des visioconférences tous les 15 jours qui durent à peu près 1 heure et quart. Donc, je vais inviter les uns et les autres
à bien vouloir poser vos questions, des questions courtes, des questions directes qu'on peut poser au docteur Hamon. On en a reçu un certain nombre parce que lors de l'inscription de cette visioconférence, nous avions laissé la possibilité aux uns et aux autres de poser des questions. Vous avez déjà répondu à un certain nombre concernant le lien entre la médecine de ville et l'hôpital. Je vais rebondir sur les déserts médicaux dont vous parliez il y a quelques instants. Vous avez commencé à répondre à une question de Teddy du Mans. On a ici ce soir beaucoup de personnes qui sont connectées et qui ne sont pas forcément de région parisienne. Donc, on a Teddy du Mans qui demandait comment inciter les médecins généralistes à s'installer dans les zones désertées médicalement et si l'obligation de s'installer était la solution pour régler ce problème. Et sinon, quelle forme cela pourrait-il prendre? Et j'introduis une deuxième question. Je crois que Isa du Cantal est connectée ce soir. Si elle veut bien lever la main, je lui laisserai poser directement sa question. Je vous laisse répondre à la première question, La monsieur. première, ouais, la liberté d'installation, c'est une question que je connais quasiment depuis mon installation. C'est une tarte à la crème parce que on voudrait interdire aux médecins de s'installer en zone surdotée. Or, des zones surdotées en France, malheureusement, maintenant, il n'y en a quasiment plus. Il y en a peut-être du côté de Nice et encore à l'intérieur de la ville. Mais dès qu'on s'éloigne du sud-est, là, dès qu'on s'éloigne de la ville, il y a déjà beaucoup moins. On est tout de suite dans un désert médical. Le problème, il est là, si vous voulez. Quand je prenais l'exemple de Clamart, où 7 médecins généralistes dans le sud des Hauts-de-Seine, qui est une ville vraiment très agréable, très près de Paris, très près des gares, des autoroutes, etc., on perd 7 médecins généralistes et qui ne sont pas remplacés, ça veut tout dire, quoi. Il faut vraiment redonner de l'attractivité à ce métier, leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, et c'est tout. Je pourrais détailler, si vous voulez, les conditions qui feraient que les médecins pourraient s'installer de nouveau. Mais la liberté d'installation, supprimer la liberté d'installation, en fait, ça ferait fuir les gens vers le salariat. C'est-à-dire qu'on pourrait instaurer, les Danois ont fait quelque chose qui est assez intelligent, c'est-à-dire qu'ils donnent l'autorisation à un médecin de choisir sa région, mais pas sa ville. C'est-à-dire que si le type dit « je veux aller m'installer en Bretagne », il dit « en Bretagne, vous avez le droit d'y aller, mais vous avez le droit d'aller là ou là ou là, mais pas précisément l'endroit où il veut ». Ça, c'est une solution intelligente. Sauf que le médecin danois, excusez-moi, mais lui, il doit racheter sa patientèle et quand il repart, il a l'assurance de revendre sa patientèle. Et ça, c'est une chose que maintenant les Français ne connaissent pas. Mais la liberté d'installation au sein d'une région, ça pourrait se discuter, mais avant d'instaurer cette obligation dans telle ou telle région, dans telle partie de région, il faudrait d'abord créer les conditions de l'attractivité du métier, c'est-à-dire avoir l'assurance d'avoir du personnel, d'avoir des locaux corrects pour accueillir correctement les internes, et en contrepartie de ce forfait qui permettrait d'avoir des locaux et du personnel, comment je veux dire, assurer que le médecin participe à la continuité des soins. Parce que c'est ça le vrai souci, c'est-à-dire que le médecin s'installe, on lui fait des conditions attractives d'installation avec des locaux, du personnel, et les contreparties, c'est l'accueil d'internes et l'assurance de participer à la continuité des soins en journée et de participer à la continuité des soins en soirée et les jours fériés. Voilà les conditions correctes, qui sera un contrat correct. On permet aux gens de s'installer dans des conditions correctes et en échange, il assure la continuité des soins. Jean-Paul, j'ai une question à ce sujet. Aujourd'hui, tu considères quel est le pourcentage de généralistes installés donc qui accueillent des étudiants, des internes? C'est quoi? C'est la majorité ou pas? Non, c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre en proportion. Parce que, par exemple, moi, sur mon groupe, on est 5. Je suis le seul à accueillir des internes, mais j'ai réussi enfin à persuader 2 de mes associés à en accueillir. Et d'ailleurs, parmi mes 5 associés, 2 ont fait des stages chez moi. Hein? Parce qu'on voit que nous, les internes qui passent dans le service, qui sont des internes soit urgentistes, soit généralistes futurs, me disent qu'ils ont le plus grand mal à trouver des stages en nombre chez le médecin généraliste en région parisienne. Le plus grand mal. Il n'y a pas beaucoup de terrains de stage. Et ça, c'est une question très, très embêtante. Moi, je vais te dire, je pense à un truc. En fait, comment on choisit une carrière, quel que soit le métier d'ailleurs?
c'est parce qu'on fait des rencontres. On rencontre quelqu'un et on se dit, bah, celui-là, j'aimerais lui ressembler. Et c'est vrai que quand on n'envoie pas les étudiants en médecine durant leurs études en médecine de ville, bah, ils n'ont pas envie de ressembler aux médecins de ville puisqu'ils ne les ont pas vus. Non, Et je non, c'est pense que ça vrai. commence Ouais. par là. Ça commence par là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, si tu veux, maintenant, moi, j'ai l'image des médecins généralistes que j'ai, tu vois, et commence à dater un peu parce que, bon, ça fait 48 ans que je suis installé. Donc, Ça se j'ai voit fait. pas, ça se voit Ouais, pas. ouais, ouais, d'accord. Ça se voit pas. Et donc, bon, j'ai l'image des médecins généralistes que j'ai pu rencontrer ou ceux que j'ai pu remplacer. Tu vois, bon, moi, j'avais remplacé en Mayenne. Et en Mayenne, mais c'était passionnant. Si tu veux. Tu te rends compte qu'il n'y avait pas un spécialiste dans un rayon de 40 km. On allait faire des accouchements, Bon, à Laval et de temps en temps, quand je passe en TGV et que je vois la maternité où j'avais fait ma première et ma seule révision utérine, jeune étudiant, je peux te dire que j'avais perdu 3 kilos. Des fois, de temps en temps, je transpire en pensant à ce truc-là. mon cher Jean-Jean-Paul, on va passer aux questions. Il y a Catherine Anne de Bloch qui veut poser une question, puis après Sonia Rabotosson. Philippe, Catherine, juste avant, Catherine. on avait introduit Isa. Ah, pardon, Isa. Isa, oui, Elle a excusez-moi. posé sa Isa, question. C'est la même question que Sandrine qui a posé la même question sur le chat, mais je laisse Isa la poser. on vous entend très mal, François, mais allez-y. Allez-y, Isa. Bonjour, Isa. Bonjour. Donc, bon, ma question, elle était très simple. En fait, je suis dans le Cantal où, effectivement, on a un problème de désertification médicale qui est assez importante. Et ma question, moi, c'était de savoir si, à terme, à l'avenir, la télémédecine pouvait éventuellement pallier à ce manque de médecins ou de professionnels de santé. La télémédecine pourra rendre des services, mais à mon avis, Oui, à court terme. c'est une illusion de penser que la télémédecine pourra remplacer un médecin. Il y a des solutions de téléconsultation qui se font actuellement, qui sont actuellement en convention, mais que malheureusement, on n'a pas pu mettre en place à cause de la Covid. C'est-à-dire que si le médecin généraliste est dans son cabinet et que les infirmiers qui font 90% de leur visite en extérieur, ils ont 90% de leur activité au domicile des patients. À ce moment-là, le médecin traitant envoie un message à l'infirmier qui se déplace chez le patient et là peut se faire une téléconsultation avec l'infirmier qui connaît le patient et le médecin traitant qui le soigne. Et donc ça, on pourrait faire des téléconsultations comme ça. Mais actuellement, la télémédecine, enfin les cabines de téléconsultation telles qu'on les voit, pour moi, c'est carrément une dégradation de la qualité des soins. Et on voit d'ailleurs que dans Paris, intramuros, on voit fleurir des cabines de téléconsultation et on se demande comment la caisse d'assurance maladie peut tolérer ça, et si ce n'est avec quand même comment je veux dire, le consentement de quelques élus qui pensent que sincèrement que c'est une solution à la désertification, mais je vous assure que ce serait une dégradation de la qualité de prise en charge des patients, incontestablement. D'accord. Je vois tes lèvres bouger, Philippe, mais je ne t'entends pas. Oui, pardon, je passe la parole à Catherine Anne de Bloch et puis Sonia. Question 1 minute et réponse en 2. Ouais, donc Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, très bien. Bonjour professeur, bonjour docteur Hamon. Moi, j'ai deux questions sur cette problématique de désert médical. La première, on voit quand même souvent à la campagne en France des communes investir dans des locaux pour pouvoir accueillir des équipes pluridisciplinaires. Pourquoi ce n'est pas possible en ville? Moi, ça ne me choquerait pas que ma commune investisse dans un plateau de 200 mètres carrés pour accueillir des équipes. Honnêtement, je suis prête à payer des taxes foncières pour ça. Et ma deuxième question concerne la digitalisation. Enfin, on a eu cette discussion par rapport à la fraude sociale il y a quelques semaines. Comment est-ce possible qu'on n'ait pas encore un dossier médical que moi je peux amender, je peux intégrer des dossiers, des médecins que je vois, ils peuvent y aller. Enfin, comment est-ce possible qu'en 2021, on soit encore à traiter des papiers? Il y a encore des médecins qui prennent même pas la carte vitale. Enfin, voilà, moi je jouerais sur ces deux choses-là. Enfin, et puis une troisième question, désolée, c'est
est-ce qu'on ne pourrait pas, vu l'investissement de l'État dans la formation d'un médecin, qui prend quand même 8 ans minimum, si j'ai bien compris, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas obliger chaque diplômé déjà de passer, par exemple, 4 années en médecine générale avant de continuer une spécialité vers, par exemple, la gastro-entérologie, la cardiologie, etc. 4 Ouais. ans. Oui, non, c'est bien, c'est une bonne question. La troisième, là, je l'aime bien et je Et sens qu'elle va. l'immobilier, voilà. Oui, oui. Immobilier, digitalisation et obligation de servir son pays 4 ans en tant que médecin généraliste pour rembourser les frais de Vas-y, l'investissement. Jean-Paul. Alors, je vais vous dire une chose. Il faut en finir avec cette idée de l'État qui finance les études des médecins. Philippe connaît bien les internes en médecine générale, les internes à l'hôpital. Il sait que ce sont les internes qui font marcher l'hôpital. Et ils le font marcher à des tarifs qui sont purement scandaleux quand vous voyez le taux de responsabilité qu'ils ont. Et ça, pendant ces 4 ans où ils font marcher l'hôpital, je peux vous dire qu'ils remboursent largement leurs études. Et il faut en plus dire que l'encadrement à l'hôpital fait que, et la pression qui est sur ces jeunes gens, parce que c'est des types qui sont jeunes, hein, la pression qui est faite sur ces jeunes qui se suicident, il y a un suicide d'interne tous les 28 jours, madame. Un suicide d'interne tous les 28 jours. Et je peux vous dire que ça, pendant ces 4 ans, où les gens travaillent à des tarifs qui sont à peine supérieurs à ceux d'une femme de ménage, et où ils subissent la pression de ce métier, je peux vous dire qu'ils remboursent largement leurs études. Alors maintenant, si effectivement on pourrait instaurer un système, quand vous dites 4 ans, je vais vous dire, quand vous avez déjà des études de 12 ans, hein, que vous êtes spécialiste, que vous 10 ans, on va dire 10 ans, hein, pour faire court, vous avez des études de 10 ans, que vous leur dites on va leur coller 4 ans de service à perpète-les-oies, obligatoire, et que le type il va s'installer après 14 ans d'études, je peux vous dire que le gars, il va avoir du mal. On pourrait effectivement peut-être mettre 1 an ou 6 mois, si vous voulez. Mais honnêtement, si dans l'internat, on obligeait les gens à faire 1 an de stage en zone démographiquement faible et qu'on les incite vraiment fortement à le faire pendant leur cursus universitaire, hein, eh bien là, et en les incitant fortement. Regardez ce qui s'est passé. Par exemple, je suis allé à Royère-de-Vassivière dans la Creuse. Hein. À Royère-de-Vassivière dans la Creuse, là, on est vraiment dans un désert médical. Hein. Je ne connais pas la situation du Cantal, mais là, c'est vraiment un désert de population, avec une population qui est extrêmement dispersée. Eh bien, les médecins ont dit on va loger les internes parce que je peux vous dire que quand la fac de Limoges, vous êtes à 70 km de Limoges, vous mettez du temps, hein, parce que ce n'est pas de l'autoroute. Hein. Donc, ils ont logé les internes, ils leur ont filé une prime pour venir, c'était une prime qui était de 300 ou 400 euros, mais moi je dis que pour les inciter à aller dans des zones démographiquement faibles, vraiment dans des zones difficiles d'accès, il faudrait carrément doubler le salaire de l'interne, qui n'est pas très élevé, ça ne coûterait pas très cher, pour les inciter à aller faire ça pendant 6 mois. Ils découvrent une médecine de premier recours qui est passionnante à exercer. Hein. Et si on les incite fortement à s'installer, je peux vous dire que le temps que leurs gamins aient l'âge d'aller à l'école en primaire, qui passent en secondaire et qu'on se dise est-ce qu'on va aller bosser ailleurs ou est-ce qu'on met les gamins en pension, eh bien, pendant 5 ou 6 ans, vous avez les conditions de renouvellement des médecins. Et là, basé sur le volontariat, vous luttez contre cette diversification. Il faut inciter les internes à faire leur stage en zone démographiquement faible, en les logeant, en doublant leur salaire. Et là, ils découvrent une médecine et là, ils ont envie de s'installer. Ah, je ne t'entends pas. Sur la digitalisation, tu n'as pas répondu Alors, au dossier médical parce que Catherine, elle dit. Alors, sur le dossier médical, c'est effectivement une anomalie majeure. Hein. Mais honnêtement, pour reparler des gens d'Apicrypt que je connais bien, qui ont 75 000 utilisateurs actuellement, et avec qui maintenant on peut enfin communiquer avec l'AP, Philippe, parce que quand moi j'ai installé le proxy à la sortie de Vessières, hein, c'était quel, hein, eh bien, quand j'ai installé le proxy, ça a coûté 2 000 € pour communiquer avec l'ensemble de la PHP.
Et maintenant, les messages, les adresses mail de l'AP sont beaucoup plus simples. Hein. C'est prénom.nom à php.fr. Tandis qu'avant, si le type changeait d'hosto, on n'avait plus de mail. Donc, maintenant qu'on peut communiquer avec la PHP, les gens d'AppyCrypt avaient dit, à chaque fois qu'on envoie un résultat à un médecin, il y a un envoi en Y qui part vers le DMP. À charge pour les gens du DMP d'indexer le message. DMP, il faut que tu dises DMP, dossier médical personnel ou dossier médical partagé, ça a changé, etc. Nous, on avait toujours baptisé dossier mal parti parce que franchement, c'était géré comme des brels. Et donc, la messagerie sécurisée et la communication et la simplicité d'utilisation, c'est naturellement évident. Quand moi, je me suis installé, quand on a déménagé dans notre groupe, il y a maintenant un peu plus de 25 ans, c'était au début de la carte vitale. Et on a dit, OK, on va prendre la carte vitale. Si ça peut rendre service aux patients, on l'a fait. Donc, moi, je suis informaticien. On a un dossier médical partagé à l'intérieur de notre cabinet et on l'est digitalisé depuis 25 ans. Ce qu'il faut que vous compreniez tous, hein, le sujet, c'est quoi? Eh bien, quand le docteur Hamon m'envoie un patient aux urgences et que je le vois et que je le renvoie, en fait, on ne se connecte pas. Nous ne partageons pas nos dossiers médicaux. Je vais faire un scanner aux urgences, il va rentrer chez lui, le malade, eh bien, Jean-Paul n'aura pas le scanner. Personne ne connecte avec personne. Et je me souviens d'une dernière réunion qu'on avait eue, et d'ailleurs, c'est Catherine Anne qui avait pris la parole, je crois, qui nous avait parlé du partage des dossiers en Belgique, mais il y a aussi l'Estonie, qui est un pays où ils partagent vraiment les informations. Ce qui fait que ça va plus vite, et puis il y a moins d'erreurs médicales. Et puis vos soins, évidemment, on ne vous refait pas une prise de sang parce que je ne sais pas quel est le résultat de la prise de sang d'hier. C'est de ce niveau-là, hein. On a un vrai sujet là-dessus. C'est de l'évidence, et pourtant ce n'est pas fait, tout ça est absurde. Mais pour revenir juste sur les radios, par exemple, hein, ce qui coûte le plus cher, il suffirait de mettre les radios sur un serveur et d'avoir un lien AppyCrypt, si tu veux. Moi, je reçois le lien, je peux consulter la radio sur le serveur, et si je veux la rapatrier, je la télécharge. Mais c'est vraiment des trucs extrêmement basiques et ultra simples. Mais quand c'est nous qui les proposons, tout le monde nous regarde en disant « mais non, on n'est pas sérieux, vous comprenez, on n'a pas fait l'administration, etc. » Sonia, vous aviez une question? Il y a Sonia qui voulait prendre une parole. Et puis après… Ça y est, ouais, je crois que j'ai ouvert mon micro. Vous m'entendez? Oui, bonsoir professeur Juvin, bonsoir docteur Hamon, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question en fait qui concerne la coordination ville-hôpital, qui était votre troisième point de tout à l'heure. Et je m'interroge par rapport à la crise sanitaire pour savoir pourquoi la médecine de ville a été occultée de la boucle, puisqu'on est en guerre. Pour moi, ça faisait partie de l'arsenal pour lutter. Alors, au début, l'année dernière, je peux comprendre qu'il s'agissait aussi peut-être d'une gestion de pénurie. Et comme on n'avait pas de masque, du coup, on disait à tout le monde de rester à la maison. Mais j'ai l'impression que même actuellement, c'est une fausse intégration, en fait, une fausse inclusion des médecins. Quand on parle des vaccins, ils ont à peine le nombre de doses qu'il faut. Enfin, c'est quoi la vraie raison, en fait? Je pense que vous faites plaisir au docteur Hamon. D'accord. Oui, non, mais bien évidemment, si vous voulez, je ne reviens pas sur l'épisode douloureux des masques, etc., mais rien qu'au démarrage, on a une administration qui, de toute façon, ne compte pas sur les médecins généralistes. Ça a été la démonstration. Premièrement, on a dit, si vous avez le Covid, vous avez des craintes, vous appelez le centre 15. Le centre 15 qui n'est pas dimensionné pour ça. Alors que si les patients avaient appelé leur médecin généraliste, le médecin généraliste leur aurait répondu facilement. Ensuite, vous avez eu les ministres successifs qui ont dit aux gens n'allez surtout pas dans le cabinet de votre médecin généraliste. Alors déjà, si vous voulez, il n'y avait déjà pas beaucoup de monde qui osait venir. Mais alors là, ça a été, nous, on a bossé entre 30 et 40% de la chose. Et les gens, par contre, on disait aux gens, allez vous faire renouveler vos médicaments à la pharmacie. J'ai dû appeler, moi, des patients qui avaient des leucémies, qui n'osaient pas venir chez moi, etc. J'ai dû les rappeler pour leur dire, attendez, vous n'allez pas rester 6 mois sans que je vous voie.
Donc, j'ai dû les rappeler pour leur dire, mais venez, vous allez être peinards, ne vous tracassez pas à l'écran de rien. Donc, il y a eu cet oubli d'administration, ce mépris des ministres, parce que je revois encore les ministres faire des conférences de presse de 3 heures et remercier chaleureusement les hôpitaux qui le méritaient bien, mais pas prononcer pendant 3 heures une seule fois le mot de médecin libéral, et encore moins de médecine générale. Et quand il s'est agi des primes, l'interne en médecine générale qui était chez moi, qui venait en consultation avec sa blouse, ses lunettes, sa charlotte, qui se lavait les mains, mais plutôt 10 fois qu'une, et qui, à la fin de son stage, me dit « Mais tu sais, Jean-Paul, il y a des primes pour les internes à cause de la Covid. Il n'est pas prévu que les internes en médecine générale la touchent. » Donc, j'ai appelé Olivier Véran, qui tout de suite m'a dit « Non, non, c'est corrigé. » Je dis « Attends, c'est corrigé, mais vous n'y avez pas pensé en premier. Il a fallu qu'on gueule pour que vous pensiez enfin à la médecine générale et aux internes de médecine générale qui font leur stage en ville. » Et quand les réanimateurs libéraux, ceux qui avaient permis au système de tenir quand même, hein, parce qu'à un moment de l'hôpital, ça craquait de partout, les anesthésistes libéraux n'étaient pas inclus dans les primes qui étaient réservées aux réanimateurs hospitaliers. Là, il a fallu gueuler très fort pour qu'ils l'obtiennent. Donc, si vous voulez, il y a incontestablement, dans l'administration, on gomme la médecine libérale, et alors que moi, j'ai vu ce qui s'est passé dans les cliniques, hein, j'ai des copains ophtalmos qui se sont transformés en aides-soignants pour faire la toilette des gens qui avaient le Covid. Hein, et ces gens-là ont été complètement occultés. Donc, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose dans l'administration qui fait qu'ils pensent sincèrement que la vertu et la qualité sont exclusivement à l'hôpital, s'il y en a beaucoup, mais ce serait bien aussi qu'on pense un petit peu à la ville. Et là, je dois dire que la gestion de cette crise, de cette pandémie, a démontré avec l'éclatant oubli de la médecine libérale et notamment de la médecine générale. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de quelqu'un qui se prénomme iPhone, donc je ne sais pas qui c'est. Donc, est-ce que iPhone veut prendre la parole? Il n'y a pas de nom, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. iPhone, donc. Alors, Serge Grelonon, dans ce cas-là. Serge Grelonon. Vous mettez votre petite main jaune, hein, vous savez si vous voulez prendre la parole. Est-ce que Serge Grelonon? Et puis, on a 74 questions, mon cher Jean-Paul. Ouais, ça va être difficile. Ça va, tout va bien. Serge, je vous en prie. Ah, j'entends rien. Hein. Serge, j'entends rien du tout. Donc, Serge n'arrive pas à se connecter, c'est pas grave. Sandrine Segovia, QNI. Oui, bonjour, professeur Juvin. Docteur Hamon, médecin comme vous, je m'interroge si la fin du PACES de l'examen initial en médecine va ouvrir à des nouveaux profils et peut-être aller vers plus d'intérêt vers la médecine générale. Quand j'étais en Australie, la filière médecine générale et la filière spécialité étaient vraiment deux filières bien reconnues avec quelque chose qui était vraiment un… Enfin, on ne pouvait pas aller d'un côté ou d'un autre sans repasser par le départ. Est-ce que vous pensez que là, ça sera aussi la même chose? Parce qu'en Australie, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de candidats qui arrivent au cours du cursus avec des profils qui sont différents et une attractivité plus vers les soins de ville. Écoutez, tiens, vous faites bien de parler de la PACES parce que j'ai une question pour toi, Philippe. Pardon, il faut que tu dises la PACES, ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas. Oui, ça c'est le concours d'entrée en fac. C'est-à-dire que si vous voulez faire médecine, vous avez un premier concours qui vous permet d'entrer dans le cursus. C'est le concours de fin de première année de médecine. C'est le concours de fin de première année qui vous permet de rentrer dans les études. Et là, actuellement, il y a une réforme justement pour les… Et on arrive à un point qui est crucial parce que on a réservé des places pour les personnes qui avaient échoué l'année dernière. Mais on a réservé des places à hauteur de 80%. Et si bien que les gens qui arrivent, les nouveaux qui arrivent cette année, n'auront droit des fois qu'à 10, voire 20% des places, sans avoir le droit de redoubler. Donc, si vous voulez, là, ça fait un moment que Frédéric Vidal est alerté de cette anomalie, et il faut absolument élargir exceptionnellement le numerus clausus cette année, si on ne veut pas mettre sur le carreau des tas de gens jeunes brillants qui ont envie de faire ce métier et qui ne vont pas pouvoir le faire. Donc, ça ne répond pas à votre question, mais Philippe, si toi, tu peux intervenir dans ce cas-là, parce que c'est dans les 15 jours qui viennent. Hein. Oui, je sais. Écoutez, le vrai sujet, c'est que vous vous souvenez,
tous les ministres nous disent on va abolir le numerus clausus. En fait, ils le disent, mais rien ne se passe en réalité. De toute façon, il faut un mode de sélection. Tout le monde ne peut pas faire médecine. Mais quand on dit j'abolis le numerus clausus, on n'a pas répondu à la question, puisque la vraie question, c'est combien d'étudiants j'accepte en deuxième année de médecine. On peut avoir un numerus clausus 3 fois plus important et on répond peut-être aux questions. Donc, les sujets, c'est quoi? Premièrement, moi, je crois profondément que ce n'est pas à 17 ou 18 ans après le bac qu'on peut se déterminer pour toute sa vie. Et il y a un gâchis de tas de gens qui pourraient faire médecine et qui, parce qu'ils n'étaient pas dans les dispositions qu'il fallait juste après le baccalauréat, ne feront jamais médecine. Donc, je pense que c'est un premier gâchis. Et c'est comme vous disiez, madame, il faut absolument que nous ayons de vraies passerelles massives, pas quelques individus, 3 ou 4, parce que les passerelles qui ont été instituées pour rentrer directement en troisième année ou en deuxième année de médecine, c'est une bonne chose, mais elles sont très, très faibles. C'est un tout petit filet. Donc, ça ne répond pas à la question. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet. Deuxième sujet, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu le film Première année, qui témoigne vraiment de ce qu'est la première année de médecine. Et vous savez, vous connaissez cette blague, on demande à un polytechnicien et à un étudiant en médecine d'apprendre par cœur l'annuaire téléphonique. Le polytechnicien va vous demander, mais pourquoi? Et ben, l'étudiant en médecine va vous dire, mais c'est pour quand? Et réellement, les études de médecine nécessitent, je crois, d'être repensées. Donc, il faut des passerelles, il faut beaucoup plus d'étudiants acceptés en deuxième année de médecine, parce qu'en fait, nous manquons de médecins. C'est une blague de penser qu'on fera avec moins de médecins dans les années à venir. Il y a des tas de gens qui vous racontent cette histoire, mais c'est faux. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, en 2021, nous avons des spécialités qui existent et qui n'existaient pas il y a 30 ans, dont on n'imaginait même pas qu'elles puissent exister. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de spécialité de médecine d'urgence, par exemple. Ça n'existait pas. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de spécialité de gériatrie. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de spécialité, je ne sais pas si la médecine du sport existait. Bref, il est très clair que dans 30 ans, il y aura des spécialités qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, parce que la médecine est en train de changer. Et donc, il faut du monde. Il faut beaucoup de monde et il faut fabriquer du monde. Donc, il faut plus d'étudiants en médecine qui entrent en deuxième année. C'est pour ça que ce numerus clausus, je veux bien qu'on le fasse sauter, mais il faut dire jusqu'à combien. Moi, je pense que massivement, il faut plus d'étudiants en médecine et il faut beaucoup de passerelles. Il faut permettre à des infirmières de devenir médecins après quelques années ou des kinésithérapeutes. Je pense qu'il faut plus de fluidité, de mobilité. Ce n'est pas normal qu'on fasse fonctionner les hôpitaux avec les internes, comme l'a très bien dit Jean-Paul. Il n'y aurait pas d'internes, les hôpitaux ne fonctionneraient pas. Je pense qu'il faut des médecins pour les hôpitaux. Il n'y aurait pas de médecins étrangers. Notre système ne fonctionnerait pas. Il y a des hôpitaux entiers qui ne fonctionnent que grâce, heureusement qu'ils sont là, aux médecins étrangers. Est-ce normal? Je crois donc qu'il faut former beaucoup plus. Moi, j'ai une proposition à faire pour la réforme des études de médecine, parce que vous savez, les gens passent un concours très dur, ils travaillent de façon invraisemblable. Ensuite, pendant 3-4 ans, ils ne voient quasiment pas un malade, et c'est seulement au bout de la 4e ou de la 5e année qu'ils découvrent la réalité de la médecine. Et beaucoup ne vont pas au bout. Moi, je proposerais que les gens qui veulent faire médecine, ils commencent par faire des études d'infirmière pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et puis après, ils passent un concours. Parce que là, quand vous commencez à découvrir, quand vous rentrez dans la réalité de ce métier, que vous découvrez la fragilité de l'existence, la maladie, la mort, à ce moment-là, si vous voulez, ça fait un choc, si vous voulez, quand vous sortez du bac, mais c'est ce que découvrent les infirmières. Et d'abord, ça permettrait aux gens d'être motivés, d'acquérir des gestes techniques faciles, et ça les motiverait pour continuer. Vous savez, ils pourraient tout à fait, en faisant ça, le boulot d'infirmier, ils pourraient continuer à apprendre leurs études, etc., à travailler, mais c'est par ça qu'il faut commencer. Et à ce moment-là, on aurait une sélection naturelle qui se produirait, et il y aurait un engouement. Je peux vous garantir que les gens qui feraient des stages infirmiers, qui iraient en réa, machin, etc., à la première année, il y en a quelques-uns qui diraient « ouais, c'est bien en théorie, c'est bien au cinéma, mais vous voyez, c'est par là qu'il faut commencer. Et là, je peux vous dire qu'on aurait une sélection naturelle et il y aurait beaucoup moins de déchets au concours qui passeraient en fin de 3e année. Mais là, Philippe, ce n'est pas ce à quoi pensent nos énarques, hein, enfin, ceux qui restent. Alors, malheureusement. Je passe la parole à Eliane. J'ai une Eliane qui veut prendre la parole. Et puis, je vais prendre une question ensuite.
Eliane, et puis Eliane, je vous en prie. Et Lionetti, monsieur ou madame. Bonsoir, professeur Juvin. Bonsoir, docteur Hamon. Bonsoir. Alors, moi, j'aurais une question plutôt de type comptable. Quels sont vos rapports journaliers avec la Sécu? Parce qu'il paraît que c'est chronophage pour les médecins libéraux. Bon, écoutez, maintenant, si vous voulez, j'ai l'avantage d'avoir des mails. Je passe pas. Bien souvent, mes problèmes sont réglés. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je les fréquente et maintenant, je résous facilement les problèmes. Et quand ils voient que j'envoie un mail, curieusement, ils me répondent très rapidement, si vous voulez. Donc, et la question, Jean-Paul, la question, je ouais, crois, la question, ouais. c'est quelle est la part de la bureaucratie dans le métier, dans le quotidien d'un médecin généraliste aujourd'hui? C'est ça. Et honnêtement, maintenant, ça me pèse de moins en moins parce que du fait de la digitalisation et puis aussi parce qu'on a un secrétariat présentiel. Et ça, c'est un vrai luxe. Quand vous êtes médecin généraliste, moi, on assure une continuité des soins de 72 heures, mais on a un secrétariat présentiel de 72 heures dans notre cabinet. Donc, ça nous permet vraiment de travailler dans des conditions correctes, si vous voulez. Et quand j'ai des problèmes avec la caisse d'assurance maladie, alors, moi, j'ai décidé vous savez, il y a des gens qui pointent les remboursements de tiers payants, etc. Moi, j'ai fait la croix dessus. Hein, mais bon, c'est pas bien, mais je me dis que pour mes nerfs et pour ma tranquillité C'est-à-dire, morale, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas? eh ben, je compte ce que la Sécu me rembourse quand je fais du tiers payant, mais je ne compare pas avec ce qu'elle aurait dû réellement donc tu me ne vérifies rembourser. pas. Ah oui, non, ça, alors là, c'est… Non, mais moi, j'ai des copains qui le font, hein, mais qui se rendent compte qu'effectivement, ils récupèrent de l'argent. Et puis, aussi, ce qui est assez insupportable, c'est juste vous dire pourquoi j'ai de bonnes relations avec la Sécu, c'est-à-dire qu'il y a des délégués d'assurance maladie qui viennent voir mes collègues. Et alors, j'ai un de mes associés qui a dit, mais pourquoi vous n'allez pas dire ça au docteur Hamon? Alors, elle a répondu, ben, on n'ose pas. Bon, Donc, ça marche. J'ai des relations simples avec la Sécu. J'ai une question d'un confrère ou d'une consoeur, je ne sais pas. Lionetti, c'est le nom de famille. Est-ce que vous m'entendez? J'ai vu une question écrite. Voulez-vous la poser? Oui, je suis là. Attendez, je vous mets en vidéo. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Attendez, je change. Vous me voyez? Très bien. Où est-ce que vous exercez? Donc, j'ai été aux urgences à Dreux, dans l'ouest parisien, et là, maintenant, je suis médecin généraliste en Normandie. Très bien. Quelle est votre proposition? C'était tout simple, c'était plus une piste de discussion. En fait, moi, j'ai, si vous voulez, l'expérience aussi des urgences en Italie. En Italie, tous les codes blancs payent si la consultation n'est pas justifiée aux urgences. Ce qui redonne un rôle à la médecine générale en ville, d'un côté, et de l'autre côté, on ne peut pas tout reposer, je pense qu'on ne peut pas faire tout reposer sur les médecins généralistes libéraux, plus ou moins remplacés par les autres confrères. Il faut créer des ambulatoires de ville de médecins généralistes qui puissent exercer la médecine générale côte à côte des ambulatoires classiques. J'ai vu un reportage d'un polyambulatoire de médecins généralistes à Milano qui ont participé en première ligne à la gestion des patients Covid qu'il ne fallait pas hospitaliser. Ils les ont vus en évitant qu'ils aillent à l'hôpital. Bien sûr, bien sûr. Ces patients-là ne sont pas allés aux urgences. Merci. Oui, vous avez absolument raison. Je pense que… Mais bien évidemment. Hein, donc, je pense que les deux mots, c'est simplifier et faciliter. Donc, il faut dégraisser tout ce qui n'est pas utile. Oui. Je crois que nous sommes tous les deux d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Il y a des questions. Alors, j'en prends. Hein, par exemple, Alciator
Bonsoir, docteur Hamon. Quel avenir préconisez-vous pour les ARS? J'ai dit beaucoup de mal des ARS pendant la pandémie. Bon, on peut quand même temporiser ça, mais c'est vrai que l'administration a quand même été largement défaillante. C'est vrai que bon, c'est pas facile de gérer une pandémie à laquelle personne ne s'attendait, même si elle pouvait être prévisible, parce que on avait eu l'exemple de la grippe aviaire en 2005, H5N1, qui avait heureusement fait un flop. Et on avait eu cette grippe H1N1 en 2009, dont tout le monde se souvient, qui finalement avait aussi fait un flop. Mais un virus comme celui-là, on en prendra un autre. Et malheureusement, le système de santé n'était pas prêt. Et un système de santé qui fonctionne, c'est avec une administration souple, réactive, et un système qui marche sur ses deux jambes, libéral et hospitalier, ville et hôpital. Et on a bien vu le retard à l'allumage de l'administration, le manque de souplesse de l'administration. Et je donne, moi, simplement comme exemple, j'ai eu en face chez moi, de l'autre côté de ma maison, un foyer de jeunes travailleurs où il y a eu 9 personnes qui étaient positives. Et donc, j'ai appelé l'ARS un vendredi soir quand le labo m'appelle en disant « Écoute, tous les résultats que tu as fait, là, il y a 9 mecs positifs, ils me préviennent. » Donc, un vendredi soir, j'ai appelé l'ARS, il était 21h, et alors je leur dis « Bon, alors l'ARS me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Je dis « Excusez-moi, je dis « Qu'est-ce que vous allez faire, vous ?» Je dis « Moi, j'ai trouvé les mecs, qu'est-ce que vous allez faire, vous ?» Et donc, il m'a dit « bon, j'ai écouté, moi, je vais vous dire ce que je vais faire, je vais aller en face. Je vais aller voir les gens, je vais leur demander de réfléchir toute la soirée aux personnes qu'ils ont pu côtoyer dans les 3-4 derniers jours. Et puis demain matin, à première heure, j'y retourne et on agit. » Et le lendemain, chez moi, je reçois une femme qui était l'ancienne directrice du SAMU social. Et quand je lui raconte ça, elle me dit « Mais Jean-Paul, ils ne t'ont pas demandé d'exclure les 9 personnes ?» Il dit parce que l'ARS nous a envoyé 2 directives cette semaine pour nous dire qu'il fallait isoler les clusters et les mettre dans des hôtels qui étaient prévus à cet effet. L'ARS n'appliquait pas les directives qu'elle envoyait. Donc, si vous voulez, et puis c'était vendredi soir. Vous voyez, donc vendredi soir, bon, bah, tout est fermé, quoi, ou quasiment. Hein. Donc, c'est le manque de réactivité de l'ARS. Alors, il y a des ARS qui ont beaucoup bossé. Et l'ARS Île-de-France a beaucoup travaillé aussi, mais vraiment, la souplesse de cette administration, elle n'est pas là. La réactivité de l'administration n'est pas là. Il y a une lourdeur administrative, et on le voit bien avec la Direction générale de la santé, où on a dû subir les litanies de M. Salomon tous les soirs, où vraiment, c'était complètement inadapté, quoi. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de tests. Je prends simplement l'exemple des tests. Les tests, on voyait cet été que le virus circulait. Hein. On a vu l'exemple de Quiberon où le type, il transforme son bar en boîte de nuit, c'est fin juillet, début août, et il y avait 3 mecs qui étaient positifs, qui ne le savaient pas, et à la sortie, il y a eu 50 mecs positifs. Donc le virus, on savait que dans l'été, le virus circulait et n'attendait que la reprise des transports et de l'école et du travail pour redémarrer. Il fallait commander impérativement les tests si on voulait avoir testé, isolé, etc. Hein. Eh bien non, ils ont attendu le mois de septembre de voir que ça redémarrait pour commander des machines fabriquées en Chine qui coûtaient 75 000 € et les laboratoires n'avaient pas investi dans ces machines. Et le temps que les machines arrivent, on s'est retrouvé le 15 octobre avec immanquablement le deuxième confinement derrière. Alors que si on avait investi, si l'administration, si le gouvernement avait dit au laboratoire, écoutez, les machines coûtent 75 000 €, on vous les avance, hein, on vous garantit que ces machines-là vous seront payées, eh bien, on aurait eu des tests au cul du camion dès le mois de septembre et on aurait pu isoler les gens. Voilà, regardez ce qui se passe pour les cantines scolaires où on ferme des restaurants et
on continue à manger dans les cantines ou dans les restaurants d'entreprise, alors que quand même, ne dites pas qu'on n'était pas capable de prévoir des aliments et des repas équilibrés distribués dans des box individuelles, si vous voulez. C'est ça qui a été pour moi insupportable de voir qu'il y avait une espèce de lenteur et de réactivité. Et c'est pour ça que je pense que les administrations devraient être légères, et que ce soit des cavaleries légères avec des gens qui ont les moyens d'agir, mais pas une administration hypertrophique. Voilà. Oui, mais tu as raison. En fait, les ARS ont fonctionné là où il y avait des gens bien. Voilà. Et elles ont bloqué le système là où il y avait des gens de culture administrative. Et puis, en Ile-de-France, moi, j'ai eu le patron de l'ARS lui-même au téléphone le samedi soir tard, quand dans l'EHPAD, il y a eu une épidémie. Donc, il y a quand même des gens qui étaient remarquables. Il s'appelle Rousseau. C'est un type très bien. Et vous savez pourquoi il est bien? Je crois que moi, mon hypothèse, c'est qu'il a été un des patrons de l'administration communale d'une grande ville de France. Et donc, il a une connaissance de la politique de terrain. C'est absolument fondamental. Alors, j'ai 2 demandes de parole. Je donne la parole d'abord à Siam Kilani, puis ensuite Philippe Taugourdeau. Siam. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur. Voilà ma question, s'il vous plaît. C'est est-ce que vous avez reçu une note de la Sécurité sociale afin d'établir des protocoles de soins pour les patients post-Covid qui gardent des séquelles de la maladie? Très bonne question. C'est parce que les séquelles du Covid, ça va être la grande affaire de santé publique, hein, vous allez voir. Qu'est-ce que tu en penses? Non, on n'a pas de protocole. On a récupéré des informations comme ça à droite à gauche, notamment pour les gens qui ont gardé des séquelles olfactives, donc avec une rééducation à faire. Et donc, en fait, il y a un système de communication qui fonctionne entre médecins. On se file des recettes. On dit, tiens, j'ai vu ça, etc. J'ai vu, par exemple, il y a eu vraiment une communication entre médecins il y a eu des groupes comme ça qui se sont constitués, où on se dit, attends, fais gaffe, là, il y a des manifestations dermatologiques, etc. Regarde, fais gaffe, il dit ça peut être un signe du Covid, etc. Donc, non, c'est vrai, on n'a pas de protocole, on bricole, on essaye mais vous savez, ça va être vachement dur de protocoliser, parce qu'il y a une hétérogénéité des symptômes qui fait que, quand on a un truc qui dure, on se dit, attends, c'est peut-être une séquelle, et donc on creuse. Hein, mais je vous assure, je pense qu'en ce moment, on récolte les symptômes, mais avant d'avoir des protocoles, je pense qu'il va encore se passer quelques mois. Oui, parce que il y a un travail, Siam, il y a un travail qui a été publié par des Américains. Un tiers des Covid pas graves, donc des Covid qui ne sont pas allés à l'hôpital, un tiers ont des symptômes, encore au moins un symptôme 6 mois plus tard. Et un tiers n'a pas repris sa vie normale, son activité normale. Donc, c'est un sujet qui est un sujet préoccupant. En Grande-Bretagne, ils estiment à 1 million le nombre de gens qui gardent une séquelle invalidante. Voilà, c'est ça, parce que hier, excusez-moi, je me suis permise d'appeler la sécurité sociale parce que je travaille à la facturation au siège de la PHP et je me suis dit, je vais me renseigner comme ça et ils n'ont pas su me répondre. Ils m'ont dit non, écoutez, il n'y a rien du tout pour l'instant. Je vais oui, mais quand même, ce serait bien de commencer à chercher un petit peu. Mais comme le dit Jean-Paul, c'est vrai qu'une des caractéristiques, c'est qu'il y a quelques symptômes qui sont fréquents, mais à part ces symptômes fréquents, il y a une très, très, très grande variabilité. Il y a un travail qui a été publié il y a 3 mois que je pourrais passer à ceux qui souhaitent. Et je crois qu'il y a une centaine de diagnostics, de symptômes possibles. C'est une foire à question. Philippe Taugourdeau. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Ça marche? Oui. Ouais, parfaitement. Oui, bonsoir, chers confrères. Je suis médecin retraité. Juste un mot pour parler des médecins qui manquent. On oublie aussi, ne pas oublier ceux, même dans votre région d'ailleurs, de l'Ouest parisien, qui sont généralistes et qui sont morts du Covid. Il y en a encore eu un il n'y a pas longtemps, de 61 ans. Et les autres qui travaillent déjà énormément récupèrent des patients qui ne savent où aller. Quand vous parlez de l'ARS, vous m'avez fait dresser l'oreille car ça me rappelait une intervention que vous avez faite, monsieur Hamon, sur une chaîne où vous avez dit que dans un centre de vaccination, il n'y a pas très longtemps, je crois à Argenteuil, en région parisienne, les vaccinateurs intelligemment arrivaient à récupérer une 6e dose dans le flacon de manière intégrale et qu'un cafeteur de ce centre a téléphoné à l'ARS avec un membre de l'ARS qui a débarqué instantanément pour mettre arrêt à cette pratique. Alors là, ils étaient très actifs. Je me demande vraiment quelle était
motivation, si ce n'est un besoin nécessaire de faire respecter un contrat financier, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a là une action qui me semble tout à fait inappropriée et contre-productive. Et enfin, pour vous faire plaisir, je pense, j'ai dit un jour à un énarque que j'avais rencontré dans un tout autre contexte que, heureusement, il ne travaillait pas dans un service d'urgence. Mais je vous remercie. Alors, c'était en fait à Clamart et ce n'était pas la 6e dose, c'était la 7e dose. Et donc, parce que dans le flacon, il y a 0,45 et pour le reconstituer, il faut rajouter 1 millilitre de sérum phi. Et donc, on a 2,25. Et quand on a une seringue qui est sertie avec l'aiguille, on ne perd rien. Et donc, on peut faire 7 doses de 0,30. On pourrait même, en bricolant, récupérer les 15, etc. Mais il faudrait ouvrir le flacon pour ça, pour en récupérer une avec 3 flacons. Et donc, quand on a constaté qu'il y avait 7 doses et qu'il n'y avait aucune différence entre les 7 doses, j'ai dit, mais on les fait. Mais en fait, entre-temps, il y avait quelqu'un qui avait appelé l'ARS, qui avait dit, non, ne faites pas la 7e dose, parce qu'il faut quand même dire aussi, à leur décharge, que quand on s'est aperçu qu'on pouvait faire 6 doses au tout début, Pfizer en a profité pour réduire d'un 5e ses envois, puisque le contrat avait été signé en doses et non pas en flacons. Et donc là, ils se sont dit, si on dit qu'il y a cette dose, peut-être, hein, parce qu'ils ne nous ont pas confirmé ça, ils disent, ça y est, on va encore en avoir moins. Vous voyez ? Et donc, c'est peut-être ça qui les a freinés. Mais quand moi, j'ai appris que… Alors, ils ne sont pas précipités tout de suite. Vous savez, ils ont fait le tour des popotes, le tour des vaccinations. Puis, ce soir, les infirmières avaient mis de côté les seringues parce qu'ils ont dit, c'est pas possible qu'on va balancer ça, quoi. Et en fait, l'ARS leur a dit, non, pas question, ne faites pas cette 7e dose. Et c'est là que je suis rentré en colère. Et quand même, au bout de 2 jours, M. Salomon a mangé son chapeau et a pondu un texte disant que chaque fois qu'on pouvait faire cette dose, il fallait faire la 7e dose. Hein, mais il doit avoir du mal à le digérer, d'ailleurs, le chapeau. Et d'ailleurs, pour la 7e dose qu'on arrive maintenant à faire normalement parce qu'on a compris comment il fallait faire, dans le centre de vaccination dont je suis responsable à la Garenne-Colombes, désormais, on tire quasiment toujours une 7e dose et ça nous permet de vacciner des gens qui ne sont pas dans les tablettes de l'État. En particulier, les enseignants. Donc moi, depuis cette semaine, je vaccine tous les enseignants de la commune, y compris jeunes, y compris quand elles ont 25 ans, parce que j'ai la 7e dose qui n'est réservée à personne. Vous êtes sur le terrain. Et ben voilà. Voilà, exactement. On ne perd rien. On ne perd rien. Je regarde qui… alors écoutez, j'ai plein de gens qui veulent prendre la parole. Hein. Il y a plein de questions écrites. Alors, je ne sais pas lesquelles prendre parce qu'il y en a 75 ou 72 là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à l'oral, activer son micro et prendre la parole? Vous pouvez faire un petit symptôme, un petit signe avec la main jaune. Pas un petit symptôme, un petit signe, un petit symptôme. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes en fait, vous êtes tous pas timides, hein, parce que vous êtes tous timides parce qu'en fait, vous écrivez vos questions, mais vous ne voulez pas prendre la parole. Ah ben, il y a Catherine qui veut de nouveau la parole. Catherine. Et Thierry Collat. Catherine, oui. 1 minute, puis Thierry Collat. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Alors, je reviens sur ma première question des 3 questions précédemment posées. Monsieur le maire, professeur Juvin et docteur Hamon, que pensiez-vous de la première idée que j'avais mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une ville puisse investir, parce que moi, je sais que notre ville, elle a prévu un cinéma, etc. Moi, à la limite, si on me dit, ben voilà, on va investir dans 250 mètres carrés, pas très loin du marché, sur un espace de soins multidisciplinaires, infirmières, etc. Vous en pensez quoi en région parisienne? Parce qu'honnêtement, on connaît des médecins, bon là je parle de la Garenne-Colombes, des jeunes médecins, des femmes qui sont installées il n'y a pas très longtemps, elles ont eu le courage de racheter un appartement, enfin je veux dire c'est très très lourd. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en tant que ville et en tant que concitoyen de ville prête à… Catherine, je vais répondre, Jean-Paul, si tu me permets. Mais à la Garenne-Colombes, qui est une ville très très bien gérée, moi je trouve, la commune a acheté 2 plateaux dans un immeuble. Et nous allons donc rénover ces plateaux et nous allons les mettre à disposition de professionnels de santé qui vont bien vouloir venir s'installer.
Il faudra maintenant qu'on les trouve. Mais Bravo. nous avons acquis rue du Château, pour ceux qui connaissent la Garenne-Colombes, Ouais. dans un petit bâtiment d'activité et d'habitation, mais surtout d'activité, une grande partie du rez-de-chaussée et un premier étage. Et donc, on va commencer par rénover le premier étage, parce qu'il est en meilleur état. On va pouvoir y loger 3 médecins et à la place. Et puis, si ça marche, eh bien, on rénovera le rez-de-chaussée et on continuera. Mais il faut que vous sachiez que les choses sont très mal fichues, parce que si un médecin fait lui-même les travaux, il touche de l'argent de l'ARS. Mais faire des travaux, vous imaginez, enfin, c'est compliqué de faire des travaux. Oui. En revanche, si une commune achète, fait les travaux et le donne à un médecin, on n'a pas le droit aux aides de l'ARS. Enfin, tout ça est quand même… Alors, je connais bien le problème parce que moi, j'essaye de racheter les 90 mètres carrés qui sont juste à côté de mon cabinet pour justement faire en sorte que mon successeur, qui attend depuis 9 ans que je parte à la retraite et qui voit bien que je n'ai pas envie, puisse s'installer et qu'on puisse mettre également une de mes anciennes internes qui viendrait bien avec nous et faire un box pour des internes, justement, pour qu'ils puissent assurer les soins non programmés qui sont très, très formateurs en médecine générale. Mais pour faire ça, en région parisienne, déjà, les locaux, là, les 90 mètres carrés d'angle dans le centre-ville, c'est 420 000 euros. Et comme ce n'est pas pour aménager, pour faire les transformations, cabinets et compagnie, et puis assurer une climatisation en ces périodes de Covid, si vous voulez faire en sorte qu'on ne risque pas de transmettre le virus, parce que les autres virus à venir, on a autour de 300 350 000 euros de travaux, parce qu'il faut refaire la façade, c'est une vitrine, etc., etc. Donc tout ça, si vous voulez, 750 000, voire presque 800 000 euros. L'ARS doit filer à peu près 300 000 euros de subvention, la région à peu près autant, mais il va rester 200 000. Et je peux vous dire que actuellement, vu la façon dont on est traité par l'administration et la façon dont on a méprisé la médecine libérale en ville, j'ai du mal à mobiliser mes petits camarades d'investir encore, si vous voulez, dans un local. Et pourtant, on aurait moyen d'assurer une unité légère de prise en charge des soins non programmés, avec de quoi suffisamment de médecins pour assurer une vraie continuité des soins. On a un laboratoire d'analyse médicale en face. Et donc, effectivement, mais beaucoup de maires se sont cassés les dents parce qu'ils ont voulu faire des maisons sans qu'il y ait de médecins, en disant ça va attirer les médecins. Or, si on veut un succès, si on veut que ça marche, il faut que ce soit un projet médical et pas un projet d'élu. Et ça, c'est vraiment terrible parce que… Et puis, quand vous avez la chance d'avoir un médecin moteur, vous le gardez, vous le bichonnez parce que les autres vont suivre. Mais si le moteur n'est pas là, je peux vous garantir que ça ne marchera jamais. Vous pouvez faire tous les beaux locaux du monde. Moi, j'avais vu à la ville de Longjumeau qui avait fait une maison de santé pluridisciplinaire. Il y avait 2 cabinets de médecins généralistes, ils étaient vides. Et alors, quand on regardait les gens qui étaient dedans, il y avait une sage-femme, il y avait 2 infirmières, il y avait un kiné, il y avait 2 masseuses bien-être, hein, il y avait un naturopathe, mais il n'y avait pas de médecin généraliste. Et ils appelaient ça une maison de santé pluridisciplinaire. C'est vrai qu'il y avait plusieurs disciplinaires, mais il manquait un petit peu quelque chose, si vous voulez, c'était quand même le médecin généraliste. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'on a tellement décrié la médecine générale. Et là, actuellement, on est en train de la saucissonner. Si vous voulez, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on se dit, bon, le métier de médecin généraliste, finalement, c'est qu'une succession de petits actes qui pourraient être faits soit par des infirmières, soit par des kinés, soit par des pharmaciens, soit par la téléconsultation. Et là, on est en train de dégrader la qualité de prise en charge du patient. On est en train de vouloir recréer M. Bovary, hein, les officiers de santé, parce qu'à l'Assemblée nationale, il y avait des députés qui voulaient créer un métier intermédiaire, c'est-à-dire un peu plus d'études que l'infirmière, mais beaucoup moins que le médecin. Et on se dit, ce métier intermédiaire, il va pouvoir prendre en charge les gros de la pathologie, il va pouvoir dispatcher, envoyer le mec vers l'ORL, envoyer le mec vers le cardiologue, etc. Et puis ça va le faire, puisqu'on n'est pas foutu de redonner de l'attractivité à ce métier et de se débrouiller pour que la médecine générale soit de nouveau attractive et que les gens aient envie de s'installer. Mais c'est ça le risque, si vous voulez, qu'on est en train de courir. Et si les gens ne comprennent pas qu'il faut redonner de l'attractivité à la médecine générale, à la médecine libérale, ça coûte infiniment moins cher à la collectivité que de mettre un hôpital hypertrophié.
Il faut que Jean-Paul, je t'interromps pour te poser une question sur les officiers de santé en question. Pour que tout le monde se souvienne, dans Madame Bovary, Monsieur Bovary est officier de santé. C'est-à-dire qu'il n'est pas médecin, il n'est pas infirmier, il est entre les deux. C'est un métier qui est disparu. À Seattle, aux États-Unis, ils ont recréé, parce que ça avait disparu, le métier d'infirmier psychiatrique, qui avait disparu, pour prendre en charge les troubles, pour aider les médecins généralistes de ville, donc, à prendre en charge les troubles psychiatriques en ville. Vous savez que la psychiatrie, c'est vraiment un des parents pauvres de la médecine en France. C'est très compliqué d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Enfin, c'est un vrai sujet. Et je ne parle même pas de la pédopsychiatrie. Et donc, l'idée d'avoir en ville des infirmiers plus, c'est-à-dire qui ont une compétence particulière dans un domaine, moi, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas un officier de santé, mais honnêtement, on joue sur les mots. Ce n'est pas un médecin, mais c'est plus qu'un infirmier actuel, ce qui revient à peu près au même. Toi, ça te choque, ça? Non, ça ne me choque pas, mais surtout, si tu veux, moi, j'ai des infirmiers avec qui je bosse. Tu verrais le boulot qu'on fait en ville, tu vois. Bah oui. Moi, je vois, par exemple, tu sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à gérer des fins de vie à domicile, et là, j'ai eu à en gérer 3. 3 coups sur coup. Bon. Et dont un truc qui était quand même assez lourd à gérer, une dame qui était au stade terminal d'un truc, la chimio ne marchait pas, etc. Et elle a décidé d'arrêter la chimio en disant, écoutez, avec la chimio, je suis malade 4 jours sur 5, il y a un jour où je peux bouger, etc. Elle dit, non, docteur, on arrête. Avec les infirmiers, on a géré ça, mais de façon impeccable. Impeccable. Ils avaient décidé de rester chez eux, etc. Tu vois. Donc, avoir des professionnels non médecins un peu mieux formés, c'est pas mal. Mais oui, non, mais bien sûr, mais là, par exemple, ils veulent créer, je ne sais pas quoi, une super infirmière pour renouveler les maladies chroniques et compagnie. Mais qu'est-ce qu'ils croient? On fait des ordonnances de 3 mois et de 6 mois. Moi, il y a des diabétiques qui sont à peu près équilibrés que je ne vois pas pendant 6 mois. C'est l'infirmière qui gère, et puis elle m'appelle ou elle incite le type à venir me voir s'il y a un problème. Tu veux dire que c'est déjà fait en réalité? C'est déjà fait, si tu veux, c'est déjà fait. Mais le lien indispensable, c'est le médecin généraliste. Bien sûr, bien sûr. Et le dialogue entre l'infirmière. Quand tu penses que l'infirmière qui a géré les soins palliatifs à domicile, une fin de vie à domicile, je ne sais pas si tout le monde sait combien c'est rémunéré. Le déplacement à domicile d'une infirmière libérale, c'est 2,50 €. Le déplacement à domicile, le mien, c'est 10 €, remarquez. Mais on se déplace à domicile pour 2,50 € et 10 €. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on crée tous les métiers qu'on veut, mais il faut arrêter de déconner, quoi. Mais je suis d'accord. Thierry Collat, qui a demandé la parole, et je lui donne bien volontiers. Oui, bonsoir professeur, bonsoir Philippe. Moi, je n'ai pas de questions particulières, mais je veux juste témoigner avec une petite note un peu optimiste quand même. Je partage tout ce que vous avez dit, tout ce que les gens ont dit sur ce qui se passe actuellement et qui est quand même dramatique. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la Haute-Seine, j'habite à Courbevoie, j'ai un médecin traitant à Courbevoie, mais j'ai aussi un cancérologue à la Garenne, j'ai d'autres médecins à la Garenne, et ailleurs aussi dans Paris. Et je trouve que les médecins maintenant sont de plus en plus communicants. Qu'avant, on arrivait chez le médecin, on n'avait pas les informations, ça passait chez un autre spécialiste, etc. Maintenant, on arrive quand même à communiquer via mail ou par téléphone, etc. Et je trouve que beaucoup de médecins font les efforts et on est vraiment intégrés dans la démarche médicale. Et en plus, j'ai la chance aussi quand même de n'avoir que des médecins femmes. Et j'avoue qu'elles sont extrêmement performantes et dynamiques. Et ça, c'est rassurant. J'ai eu aussi la chance, peut-être aussi des habitants dans la Haute-Seine, de pouvoir, même si je n'avais pas l'argent requis, de pouvoir avoir les 2 vaccins, liés à mon cancer. Puis finalement, ce cancer, il fallait bien qu'il serve à quelque chose. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Quand même, il se passe des choses malgré tout entre les médecins de ville et puis les hôpitaux ou voire les cliniques. Et on arrive quand même maintenant à communiquer si on est suffisamment peut-être aimable et à l'écoute. Voilà, c'était pas vraiment une question, mais c'était juste pour appuyer et surtout remercier le personnel médical, les médecins, les hôpitaux, les assistantes qui font un travail remarquable et qui sont à notre écoute. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci, M. Collin. Vous savez, ça vous a peut-être échappé au tout début de mon intervention, mais vous savez, ce métier-là, moi, je l'exerce depuis 48 ans. À la fin de l'année, au mois de septembre, je fêterai les 50 ans de mon premier emplacement. Et il faut dire que c'est un métier qui est passionnant à exercer. Mais ce qui me fout en pétard, c'est cette absence de reconnaissance de ce métier et de voir que les gens qui nous gouvernent ne se rendent pas compte que le métier a changé. Moi, il y a 50 ans, je faisais un métier vachement confortable. Je ne savais pas grand-chose, mais les patients ne savaient rien. C'était vachement bien, c'était vachement confortable. Là, maintenant, si vous voulez, vous avez des mecs qui savent sur votre maladie, sur leur maladie, mais ils en savent plus que moi. Donc, si vous voulez, c'est un métier où on doit s'adapter tout le temps, si vous voulez. L'administration n'arrête pas de vouloir dézinguer ce métier, et c'est ça qui m'insupporte, parce que c'est un métier formidable, et les patients me le rendent bien, si vous voulez. Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul, pour ce trait d'humour. Mais c'est vrai, des patients qui viennent après avoir vu Internet. Alors, je vous propose de prendre une dernière question peut-être, parce que ça fait maintenant bientôt 1h30 qu'on est ensemble. Merci, vous êtes toujours tous présents, c'est génial. Je passe la parole à Lily. Vous posez une question, votre dernière question, Lily, puis Jean-Paul répondra et puis conclura, et je vous remercierai. Je vous en prie. Bonsoir tous les deux, merci beaucoup de me recevoir. Simplement, ne pensez-vous pas aussi que les jeunes diplômés, docteurs, se détournent un peu de la médecine de ville générale pour se tourner vers les spécialités qui sont quand même plus lucratives pour eux? Moins chronophages peut-être, et aussi les jeunes peut-être privilégient également une vie personnelle et familiale. Donc, ils ne sont plus les médecins à l'ancienne qu'on a connus. Enfin, je pense, c'est ce que je constate. Un médecin vient de s'installer sur ma petite commune, il venait du nord de la France, il a raflé quasiment toute la patientèle des autres médecins parce qu'il pratique encore à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il se déplace chez les gens. Quand on l'appelle tard le soir, il est là, il est disponible, etc. Donc, deux questions dans une. Il est marié? Bien sûr, sa femme est la pharmacienne du village d'ailleurs. C'est un petit village qui est à côté d'Aix-en-Provence, tout à fait sympathique. Mais effectivement, il a raflé pas mal de patients des autres médecins qui étaient installés là, qui sont au nombre de 4, je crois, sur l'ensemble de la commune. Voilà, donc la médecine à l'ancienne avait du bon, je pense. Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses? C'est la preuve que la télémédecine, voilà. Non, mais la médecine à l'ancienne, elle a du bon. Vous savez, c'est une médecine que je continue à pratiquer. C'est vrai que je fais des visites à domicile, même si maintenant, quand même, on sélectionne un petit peu les visites dites de confort. Mais moi, j'ai beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à se déplacer et que je vais voir régulièrement. Mais la médecine à l'ancienne, vous savez, maintenant, avoir exercé ce métier en le faisant à l'ancienne, en ayant pas de nuit, pas de dimanche. Alors lui, il a la chance d'avoir une femme pharmacienne, elle ne va pas se barrer tout de suite parce qu'il va falloir qu'elle fourque sa pharmacie. Mais je peux vous dire que le type qui fait la médecine à l'ancienne, avec maintenant une vie qui a quand même évolué, ce type-là, il est divorcé, il est en burn-out et il paye une pension alimentaire. Vous voyez, si vous voulez. Les gens se protègent. En 2002, moi, j'ai créé la maison de garde parce que c'était capital que les gens puissent récupérer et ne pas répondre tous les jours, nuit et jour. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait une régulation parce que, mine de rien, les gens sont quand même beaucoup plus exigeants. Et donc, le type qui a bossé déjà 10 ou 12 heures dans la journée, il a le droit d'avoir 7 ou 8 jours par semaine ou soirs par semaine où il est sûr qu'il va dormir. Vous savez, quand moi je gère une fin de vie, naturellement, je donne mon téléphone portable aux gens. Quand j'ai un gamin dont les parents, quand j'ai un gamin qui a un cancer, et naturellement, je donne mon portable aux gens. Et les parents l'ont utilisé une seule fois parce qu'ils savent qu'il faut pas en abuser. Mais naturellement, mais on le fait avec parcimonie parce qu'il faut savoir aussi se protéger. Se presser, bien sûr. La maison de garde, moi, j'ai fait cette maison de garde pour que les gens puissent avoir une réponse le soir en se déplaçant.
hein, mais que pour les urgences vitales, naturellement, on bosse avec le centre 15 ou même avec SOS, vous voyez, parce qu'il y a des visites qui sont incompressibles. Il faut une moyenne, si vous voulez. Les gens doivent se protéger, mais quand même ne pas oublier qu'ils font un métier qui n'est pas n'importe lequel, hein, et les patients font très attention. Vous savez, quand moi je remplaçais, il y a deux choses. Je remplaçais à la campagne, hein, en Mayenne. Quand je remplaçais, les types disaient « Ah, il est encore parti en vacances ». Un mec qui répondait nuit et jour. Nuit et jour. Je peux vous dire que moi, quand j'ai amené ma femme 15 jours avec moi pour faire ce remplacement, quand je lui ai dit « Écoute, je m'installerai bien en Mayenne », elle m'a dit « En Mayenne, tu y vas tout seul. Hein ». Parce qu'elle avait été réveillée je ne sais combien de fois dans la nuit. Il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de soirée. Donc, elle ne voyait pas vivre ça. Mais quand je suis arrivé à Paris, dans ce groupe médical où les patients étaient respectueux, il dit « Ah, le docteur Charbonnel est en vacances ou le docteur Ram est en vacances ?» Ben, il a bien raison, parce qu'il a bien raison de prendre des vacances, il faut qu'il récupère de temps en temps. Donc, si vous voulez, vous avez deux types de patientèle et qui comprennent et qui savent qu'il faut ménager le médecin si on veut le garder longtemps, vous voyez. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup de votre réponse, c'est gentil. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, mon cher Jean-Paul. Merci à tous. Écoutez, les amis, il est 20h54, nous sommes ensemble depuis 19h30. Record battu. Merci, mon cher Jean-Paul. On a appris une cure de jouvence avec toi et puis surtout de positif parce que voilà, l'idée, c'est pas de se plaindre, c'est de proposer des solutions et tu en as proposé. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on retienne. Tu veux conclure? Oui, je veux conclure sur une note positive, c'est-à-dire juste, il y a une question qui a été posée. Que pensez-vous de la campagne de vaccination? Vous savez, ça m'a toujours fait marrer parce qu'ils communiquent tellement mal qu'on finit par croire que c'est à cause du gouvernement qu'on manque de vaccins. Mais non, c'est pas à cause d'eux. C'est pas à cause d'eux. Il y en a pas assez. Point final. Hein. Et puis, on va sortir de ce truc parce que bon, on n'a pas fabriqué de vaccins français. Bon, on peut le regretter. Mais la machine industrielle s'est mise en route. Et grâce aux variants, grâce aux vaccins ARN, on va pouvoir s'adapter aux variants. Alors, ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on n'a pas fini de se vacciner et de se revacciner, mais je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, on pourra recommencer à vivre à peu près normalement et de se voir et de faire des réunions où on pourra se voir en direct et pouvoir discuter ensemble. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Le prochain rendez-vous, c'est le 28 avril, donc bientôt, et nous accueillerons Xavier Bertrand. Le futur président de la France, c'est ça? Xavier Bertrand, qui est le président de la région Île-de-France, de la région Hauts-de-France, parce que Xavier Bertrand, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, pense que le système hospitalier, on parlera de l'hôpital, serait mieux géré s'il était régionalisé, c'est-à-dire si la région avait la main, si on pouvait définir les priorités à des échelons qui sont des échelons locaux. Bref, un sujet qui sera probablement passionnant et vous aurez évidemment la possibilité de poser toutes vos questions. Mon cher Jean-Paul, tu m'invites, j'aurai des questions à poser à Xavier Bertrand. Je vais le prévenir surtout. Je ne vais pas lui dire que tu viens, sinon il risque d'annuler. Oh non, sûrement pas, on a l'occasion de parler depuis un moment. Je sais. Bon, à bientôt les amis, rentrez bien et à bientôt, merci. Salut Jean-Paul, merci beaucoup. Bonsoir, salut Philippe.